Quand j'ai rencontré Claire, on a immédiatement discuté de nos passions. Pour elle, c'est la photo, l'aquarelle et la cuisine, plus spécifiquement la pâtisserie. En creusant un petit peu, je me suis vite aperçue qu'on avait eu des parcours très différents, mais qui nous amenaient aujourd'hui aux mêmes conclusions. On crée avant tout pour nous et on aimerait en faire notre métier. C'est sur cette base-là que je l'ai invitée à passer dans le podcast. Claire s'est confiée sur son syndrome de l'imposteur. Elle m'a partagé sa passion pour l'apprentissage et son approche quasi thérapeutique de la création. Tout ça, vous allez pouvoir l'entendre dans cet épisode. Je suis Chloé, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast sur la créativité. Salut Claire. Salut Clo-Clo. J'aime bien quand on me répond Clo-Clo. Bienvenue dans le Clo-Clo Club, du coup. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeuristes, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites? Bien sûr, bonjour, je m'appelle Claire Ruiz. Je vous donne mon nom de famille parce que de toute façon c'est mon pseudo et comme on va probablement en parler à un moment, ça me pose pas de problème. Je peins, je fais de la photo, je suis salariée dans un truc qui n'a rien à voir mais dans lequel je fais aussi de la photo. J'ai 37 ans, je vis à Paris depuis 11 ans et voilà, je crois que je me suis décrite. Tu nous as fait une petite annonce hyper complète, voilà. On a le profil. Une annonce d'appli, salut. C'est ça. Claire, 37 oui, ans. célibataire Paris. Aussi, n'hésitez pas. Pour commencer le podcast, je donne toujours une petite citation à mon invité, une citation qui me fait penser à lui ou à elle. Dans ton cas, on avait envie de parler ensemble de photographie, mais aussi du fait d'oser créer et de se mettre à créer un peu sur le tard en touchant un peu à tout. Sinon, on va parler dans cet épisode et du coup, je te donne la petite citation, je te laisse la lire et me dire à quoi ça te fait penser. Ok, c'est moi qui la lis. C'est toi qui lis. Je résolus de vivre, je résolus d'être la plus grande artiste que je souhaitais être et je me vouais à ma vie. Sarah Bernhardt. Oh, c'est beau. Extrait de Ma double vie. Qui est son autobiographie. Magnifique. Je ne connaissais pas, ça m'intéresse beaucoup. C'est bien cette résolution de vouloir être un artiste, enfin de l'assumer. Mm-hmm. Je trouve que des fois, t'assumes sur le tard, à force qu'on te les répétait ou parce que t'as eu du succès. Alors qu'en fait, c'est ok des fois de dire je suis un artiste juste parce que je me sens artiste. Et même si j'ai pas de reconnaissance, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Si j'ai pas de reconnaissance, juste se sentir artiste, c'est ok. Si tu crées, t'as le droit de te sentir artiste. Du coup, pour toi, un ou une artiste, c'est quelqu'un qui crée ? Ce serait quoi un peu ta définition ? Ah ouais. Mais parce que créer, ça englobe absolument tout. De la musique, des poèmes, écrire. Tu vois, écrire même, il y a des journalistes, je pense que ça pourrait être des artistes quand t'écris bien. Ouais, ça a totalement pour moi lié à la notion de créer. Tiens, ça m'intéresserait que d'autres aient d'autres définitions. Faudra que je pose la question dans d'autres épisodes. Volontiers, je serai à l'écoute des définitions des autres. Ce que j'aime bien, moi, dans cette citation de Sarah Bernhardt, et c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est qu'elle associe le fait de vivre et le fait d'embrasser effectivement pleinement sa volonté d'être une artiste. Et qui plus est, comme elle a de l'ego et du talent, d'être une grande artiste. Ouais. Toi, à quel moment déjà tu as accepté que tu étais quelqu'un de créatif ? Tout est venu après le confinement. Tout. Je pense que de m'être retrouvée toute seule, clairement seule vraiment dans mon studio parisien, quand la plupart de mes amis, on vivait vraiment les uns sur les autres, on sortait beaucoup. Et eux avaient tous des familles qui avaient des maisons, donc ils sont vraiment partis, au sens propre, quoi. Ils sont partis, donc on s'est très peu vus. Ma vie a vraiment eu un avant et un après. Et donc il y a plein de choses que j'ai dû faire pour plus m'ennuyer. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'avais renoué avec du coloriage, ça a commencé doucement. Et je pense qu'ensuite, quand j'ai vu ce qui en sortait, la pâtisserie, la photo, la peinture, et que j'ai commencé à faire des dessins, pas incroyables, mais qui étaient beaux à regarder. Des trucs que je considérais comme réussis. Pas de l'art, pas une œuvre, mais des choses que je considérais comme réussies. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, écoute, j'ai le droit de le faire. C'est l'ennui qui m'a amené à... l'ennui. C'est une succession de petits hasards. Il fallait que je m'occupe. J'avais toutes ces passions en moi, je pense, qui étaient enfouies. Parce qu'il y a certains trucs qui étaient des passions d'enfant. Comme le dessin, ce genre de choses ? Colorier, dessiner, peindre, c'est des trucs que tu fais quand t'es petit. Le scrapbooking, moi j'aime coller, découper. Ma mère m'appelait petit papier parce qu'il y avait toujours des petits papiers. Je passe ma vie à découper et à coller des trucs. Bref. Est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu as arrêté de faire ça ? Je pense que
fin d'adolescence. Parce que tu t'es retrouvée avec du temps social beaucoup plus important et tu as commencé à traîner avec tes amis. Il y a de ça et il y a aussi l'image de soi. Je me sentais bizarre parce que j'étais pas comme les autres gosses, parce que je peignais beaucoup. Enfin, je découpais, tu vois. J'avais, au lieu d'avoir des posters de stars dans ma chambre, j'avais des posters d'animaux. Et donc, j'étais un peu en décalage. En vrai, pas du tout. Quand j'y pense maintenant, je me dis que des gosses qui aiment les animaux, il y en a plein. Voilà, en tout cas, les gens populaires, voilà, ils avaient des soucis de gens populaires. Aujourd'hui, ce serait probablement le make-up, TikTok, etc. Moi, j'étais la fille qui regardait des documentaires animaliers. Et je pense qu'à un moment, j'ai voulu être comme tout le monde. Et être comme tout le monde, ça voulait dire m'intéresser au sujet de tout le monde. Et puis, j'ai pas trop été poussée, sans que ce soit une critique ou un reproche, mais je crois que j'ai pas été poussée dans ma créativité et dans mes créations, quoi. Puis en plus, j'avais concrètement aucun talent. Alors, qui sommes-nous pour juger du talent des uns et des autres ? Mais, tu vois, si on prend une définition générale, pour mes parents, ma famille, j'avais pas de talent particulier, donc il y avait aucune raison de me... Alors qu'en vrai, juste le bien-être est une raison suffisante pour te pousser à faire quelque chose, ou en tout cas juste te dire, ça te fait plaisir, continue. Là, c'était vraiment pas ça le projet, donc je pense que je me suis arrêtée naturellement. Mais le hasard a fait que ma mère a dû avoir un peu de peine que je sois seule pendant le confinement à Paris, et d'elle-même, elle est allée chez Action, et elle m'a envoyé un colis, mais d'une taille monstrueuse, rempli de tous les trucs créatifs que tu peux trouver chez Action. Elle m'a envoyé de l'aquarelle, tu sais, comme de l'encre de Chine, liquide. Elle m'a envoyé des pastels, des feutres, des crayons de couleur. Donc j'avais un peu de matos quand même chez moi. J'aime beaucoup écrire, donc j'ai toujours eu beaucoup de stylos. J'ai vraiment beaucoup de stylos. Et là, ma collection devenait énorme. Elle m'avait acheté du papier, des pinceaux. Alors, c'était que du matos Action, donc pas de grande qualité. Oui, mais assez pour que tu t'y mettes. Ouais. Et tu lui en avais parlé un peu avant du fait que tu t'ennuyais ou ce genre de choses, ou pas du tout ? Petit papier, elle aime ça, allez hop. Je sais pas si elle s'est rappelée ou si c'est un truc de ça t'occupe sur des journées où tu restes enfermée. Elle aurait pu t'envoyer des recettes, elle aurait pu t'envoyer n'importe quoi d'autre, tu vois. Oui, je suis d'accord. Sachant que... Mais bon, peut-être en se disant que des recettes, de toute façon, j'en ai plein, parce que je suis quelqu'un qui cuisine. Je sais pas comment ça s'est fait. Elle savait de toute façon que je pâtissais, parce que je pense que juste avant le confinement, j'avais activé mon CPF pour faire ma formation au CAP pâtisserie. Oui, parce que tu as fait une formation, du coup. Ouais. J'étais dans un taf qui me plaisait pas, et j'ai fait marcher mon CPF pour faire formation CAP pâtisserie. Donc, j'ai pas passé le concours, mais j'ai fait toute la formation, j'ai fait le stage en pâtisserie, etc. Qu'est-ce qui t'intriguait ou t'intéressait dans la pâtisserie ? C'est la création. Parce que tu vois, c'est arrivé avant le confinement, finalement. Ouais. Un peu avant, mais je pense que c'était là. En fait, toute cette période, c'est vraiment la même période pour moi. Vraiment un truc qui a explosé, qui grandit en toi et qui, d'un coup, une plante qui pousse, quoi. Il y a la graine, donc il y a un premier step, et vraiment, d'un coup, ça fleurit, et une fois que c'est là, c'est bon, elle est dans ton jardin, elle est là et elle bougera plus, un truc comme ça. Ce taf me plaisait pas, j'étais pas épanouie du tout. Donc je me dis qu'il faut que je suive une formation, donc j'ai suivi une autre formation de taf. Puis je sens que j'ai besoin de créativité, de couleurs. J'étais assistante juridique dans un cabinet d'avocats rigide c'est tout humainement, ça m'allait pas. Les dossiers qu'on traitait m'allaient pas, genre rien m'allait. Burn-out qui pointe son nez. Confinement qui arrive, donc besoin encore plus de m'exprimer. Et tout se fait à la même période à peu près, vraiment. Et puisque c'est littéralement à la fin du confinement que je suis officiellement en burn-out, que je bosse pas pendant 2 ans, que je suis plus salariée pendant 2 ans et que pendant 2 ans, je vais enfin, tu vois, faire que mes passions. Donc de la pâtisserie pendant 1 an et demi, qui se chevauche avec début de la photo et qui... En même temps que tout ça, je continue du confinement à dessiner, peindre, etc. T'as dit tellement de choses intéressantes, j'ai plein de questions. Mais la première, justement, c'est le fait que t'aies arrêté toutes ces activités qui te font du bien et qui sont ressorties là d'un coup, vraiment comme un appel, et que tu t'es du coup orienté vers même une formation, comme tu l'as décrit, très rigide. Ça te manquait pas pendant cette période-là ? T'as eu l'impression de t'être écoutée ou
t'étais OK avec ce choix à cette époque? Non, je pense que pendant de nombreuses années, j'ai pas été bien dans ma peau. Je suis pas non plus en dépression, mais tu sais, quand tu t'écoutes pas, des périodes de vie ou des tranches de vingtaine, début de la trentaine, tu te cherches, mais sans t'écouter profondément. Donc, mes copains sortaient beaucoup, je sortais beaucoup avec eux, un peu un trauma de je veux qu'on m'aime, donc Tu suivais le mouvement. Ouais, je me collais un peu aux passions ou au mouvement du groupe d'amis et qui j'étais à ce moment-là. Voilà, j'ai besoin de sentiments d'appartenance, mais qui faisaient que je m'écoutais pas, ni dans le choix de mes amis, ni dans mes besoins, dans mes envies. Et puis d'un coup, je sais pas, un truc qui conjointement aussi à un travail de moi. Tu te doutes bien, à un moment où je me dis, attends, là, faut que j'aille mieux. Donc, je commence à aller voir des soignants. Voilà, là, la période dont on parle, elle dure à peu près 3 ans. C'est vraiment un temps où je bosse sur moi, où j'apprends à m'écouter. Et quand j'apprends à m'écouter, je me rends compte que quand je fais pas les choses pour les autres ou pour l'image que je veux renvoyer au monde, et le moi profond... il aime peindre, même si ses copains ils se moquent et qui considèrent que je suis pas une artiste ou que je fais de la merde ou que c'est moche ou je m'en fous. Tes amis se sont moqués de ce que tu faisais? Moi, je pense que ça n'a pas été des trucs qui ont été considérés. Ouais, ça arrivait. Ça t'a fait quoi? Je sais pas, je m'en rappelle pas parce que en fait, je crois que ça se noyait parmi les blagues. Je crois que c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est les ha ha ha. Ah ouais, tocarde, tu dessines pendant le confinement, t'as pas autre chose à foutre. Pourquoi t'es pas sorti marcher? C'est des... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça dévalorise quand même l'activité en elle-même, quoi. Oui, sauf que là, après, j'étais arrivée à une période où je m'en foutais. Ça y est, enfin, j'avais gagné ce... Mais je m'en fous. Même, je peins un monochrome, bien sûr qu'ils ont envie de se moquer. Ouais, t'as fait du rose, quoi. Oui, mais alors... moi, alors, allez expliquer ça au musée. Il m'a fait trop du bien. Et puis surtout, ouais. en fait, dedans, il y a plein de nuances que tu vois pas. Et surtout, ça m'a fait 2 heures ou 3 heures de pour peinture. Pour trouver la couleur que tu voulais, pour l'appliquer de la façon dont tu le souhaitais. T'as le mouvement qui est très hypnotique aussi et méditatif. Exactement. Et surtout, ça m'apaisait, en fait, ces activités. Il y a un moment aussi, je me suis rendu compte que j'étais parfaitement alignée, que j'ai, je vais le dire, aucune addiction, sauf ce fucking iPhone. Je suis collée à mon téléphone à longueur de temps. Vraiment, je suis en train de penser quasiment à faire une retraite pour arrêter de l'avoir dans la main. Et le seul moment où j'arrive, je me suis rendu compte, quand je peins, je fais de l'aquarelle, de la pastel, de la peinture, de la céramique. Et ah là là, ça y est, enfin, mon cerveau fait qu'une seule activité. Sinon, pour tout le reste des activités de ma vie, je suis quasiment en train de faire 2 trucs en même temps. Et enfin, quand j'ai compris tout ça, quand tout, tu vois, le pulse, toutes les pièces, clac, 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 elles s'imbriquent, ça y est, quoi. Ça y est. T'as utilisé un verbe tout à l'heure quand t'as parlé du moment où tu t'es remise à créer. T'as dit, j'ai commencé à m'exprimer. Ah oui, totalement, en fait. Totalement. C'est vraiment faire sortir quelque chose de toi. Mais ça, c'est pareil que tout à l'heure. Je serais trop curieuse de parler avec d'autres gens qui créent et qui sont artistes. Est-ce que pour eux, ça veut dire autre chose que s'exprimer? Bien, je suis pas sûre. Et moi, je m'exprime maintenant comme ça. En fait, j'ai compris aussi que c'était la couleur dont j'ai besoin, plus que le médium. Même si j'ai mes médiums préférés. Mais je crois que vraiment, c'est la couleur. Et j'ai compris que c'est ça, en fait, le point central de tout, je crois. De la pâtisserie, de la photo, de toutes mes... Si toutes mes passions elles devaient être rassemblées en un seul mot, ce serait la couleur. Et c'est par la couleur que passe dans ta perception de la créativité, finalement, une forme de bien-être et de soin de soi. Presque de guérison, enfin... Ouais, et puis assumer ce qu'on disait avec Sarah Bernhardt et le fait de le dire et de l'assumer, tu sais, je veux être... je suis une grande artiste, je veux l'être. Tu sais, arriver à mettre des mots et d'être aligné avec ces mots. Je suis une artiste. Je suis une artiste, j'aime la couleur. Et en fait, je m'en fous de ce que les autres vont en penser, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Tu le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Ouais. Et quand t'arrives à ce moment-là, tout glisse sur toi. Le reste... quand tu fais les choses pour toi, en fait, le reste, ça glisse sur toi. Et elle est là, la paix, je pense. Elle est dans ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu dis « je suis photographe » ? C'est dur. La photo, c'est dur. J'ai un syndrome de l'imposteur en photo qui est vraiment énorme. En pâtisserie, je l'ai moins, mais quand même. Pourquoi, à ton avis ? La pâtisserie, c'est technique aussi.
C'est pas que de la sensibilité. Il y a un Oui, moment, c'est réussi, c'est ouais, réussi. c'est ça. Il y a plein de gens qui sont des exécutants en pâtisserie. Moi, j'ai été dans des... J'ai vu que je savais créer vite, créer des recettes originales et tout. Et donc ça, c'était hyper gratifiant. Et puis il y a aussi un truc bizarre, c'est quand il y a des notions de business ou de vente qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'on m'a très vite commenté des pâtisseries. Et donc, j'étais forcément un peu pâtissière. Enfin, j'étais pâtissière. Mais après, on m'a aussi fait faire des shoots. Et Oui, ce que je voulais dire, tu fais de la photo. je suis photographe pro. Mais par contre, j'ai vite eu la conviction que je ne serais pas pâtissière, ce ne serait pas mon métier. Je ne voulais pas en faire un métier. Alors que photographe, oui, et du coup, Oui. tu te mets plus la pression ? Oui. Même aujourd'hui, hein, c'est une tannée. Je pense que l'an prochain, il va falloir que je suive une formation business sur la partie propre business, mais aussi sur la partie mindset. Pour arriver à te vendre ? Je ne sais pas me vendre. Soit on vient me chercher et je fais des contrats, soit je ne sais pas démarcher. Je reçois des mails. Des fois, je suis terrifiée. Je suis en mode, mais quel prix je vais donner ? Je suis trop chère, je suis pas assez chère. Alors que des fois, je vois mes photos et je suis en mode, elles sont tellement meilleures que tel photographe et je comprends pas pourquoi. Et c'est horrible, cette ambivalence de me dire, je dois pas être assez bonne. Et des fois, le regard que je porte sur mes photos, il est quand même hyper bienveillant. Je suis dans un combat perpétuel avec la photo. Dans tes proches, dans tes amis aujourd'hui, t'as des gens créatifs, t'as des gens qui font de la photo, qui font des passions que tu pratiques également, ou pas du tout ? Oui, maintenant. Et du coup, tu échanges avec eux sur ces interrogations-là parce que là, tout ce que tu racontes, je pense qu'on y est tous confrontés à partir du moment où on veut professionnaliser les choses. Et en fait, ça passe que par de l'échange, savoir un peu comment font les autres aussi, prendre les expériences, avoir des retours et leur regard aussi sur ce que tu fais, même si toi, après, t'ajustes et tu prends ce que t'as à apprendre. Mon amie qui est influenceuse, dont je t'ai déjà parlé, c'est une photographe de talent. Sa sœur est photographe mode pro. Et j'apprends beaucoup de Vicky. Elle a un vrai œil pour les compos de photos. Elle m'a appris beaucoup. Elle est très bonne en business. C'est une businesswoman. Elle m'aide beaucoup. J'ai beaucoup grandi avec elle. Donc c'est bien. Et pour l'art en général, oui, maintenant j'ai fait rentrer dans ma vie, toi incluse, des femmes incroyables et qui, à des niveaux différents, enfin des niveaux, pas des niveaux, mais dans des sujets différents, des domaines différents. Ouais, des domaines différents, sont artistes toutes, et c'est génial. Ça m'a permis aussi d'avoir moins un syndrome de l'imposteur, plus aligné, etc. Mais la photo, comme je crois que je rêve secrètement, c'est plus un secret vu que j'en parle, mais que ce soit mon job, j'ai du travail encore à faire parce que j'ai la frousse. Tu sais, j'ai un truc énorme entre les mains en mode, c'est mon rêve. En fait, c'est ça, tu mets beaucoup d'attentes dessus et beaucoup de... Enfin, encore une fois, d'attente, c'est le seul mot que tu mets dessus. Et du coup, comme c'est une passion qui plus est, je comprends que le truc te dépasse. Je t'avoue que j'ai eu ça longtemps avec le podcast. Je pense que c'est très compliqué déjà d'arriver, comme tu dis, à transposer une vision business sur quelque chose de créatif parce que on nous apprend depuis qu'on est petit à diviser et à opposer ces notions-là. J'en ai déjà parlé, mais j'avais participé à un événement dans un incubateur, il y avait une conférence et tout, et puis après on échangeait. J'échangeais avec plein de meufs, en l'occurrence, qui étaient là, c'était trop intéressant. Et une des intervenantes vraiment expliquait que soit tu étais entrepreneur, soit tu étais artiste. Je viens de faire des gros yeux. Et puis du coup, je vous le dis parce que ça ne se voyait pas. L'audio description. C'est ça. Et je t'avoue que cette phrase-là m'a gênée sur le coup. La preuve, je m'en souviens encore. Parce que je me reconnaissais dans aucune des deux définitions. J'étais, moi, je suis un mélange entre les deux. Je sais que j'ai plus une fibre artistique, mais en même temps, je sais aussi, par mon métier, que je peux être une très bonne commerciale. Après, le faire pour soi, c'est encore autre chose. Mais c'est sûr que si on t'apprend à opposer le fait d'être créatif et le fait d'être organisé, pragmatique et parler thunes, ça aide pas. Alors oui, ça demande pas du tout les mêmes compétences et souvent, tu n'as pas ces deux compétences-là. Mais parce que tu développes ce qui t'intéresse, donc forcément tu vas développer plus quelque chose, mais il faut bien apprendre à un moment et pouvoir se lancer. C'est en ça que s'entourer des bonnes personnes, ça compte beaucoup. Ouais, je pense que moi aussi j'ai été élevée avec cette opposition. Et c'est pour ça que petit papier, c'était amusant 2 minutes, mais par contre quand t'es à la fac, tu te concentres et t'arrêtes de... Tu vois, il y a eu ce truc-là. Oui, je pense que clairement il y avait une opposition chez moi qui est restée, et jusqu'au jour où je pense que c'est un besoin vital.
Ça me zone vital et ça reprend sa place. Ensuite, je comprends que même si je suis la personne la plus organisée du monde, ça c'est devenu littéralement mon métier. Je crée de l'orga et des process et je suis bonne dans ça. Je suis extrêmement bonne dans ça. Mais ça n'empêchera jamais que je suis créative et que j'ai besoin des deux. Et donc, soit je trouve un taf qui englobe les deux, même si ce sera jamais suffisant parce que je crois que maintenant j'ai besoin de peindre et... Puis à des moments de ta vie, tu vas avoir plus envie de créer, à d'autres, tu vas avoir plus envie de te poser, d'organiser des choses. Donc j'aime aussi être salariée, tu vois. J'aime être salariée quand dans mon taf salarié, j'ai des missions où j'organise, mais aussi où j'ai des missions où je crée des trucs, je propose des idées. Tu vois, il y a aussi, là dans mon taf actuel, c'est pas trop mal, ils se sont servis de tous mes skills et donc de toute ma capacité organisationnelle. Mais en lisant mon CV, ils ont vu que j'étais photographe pro, puisque j'avais fait ça en plein temps pendant 1 an et demi. Et donc, ils m'ont nommé photographe de tous les événements du boulot. Donc, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais pour faire le point avec la pâtisserie, tu prends en photo de la nourriture. Ah oui, je suis photographe. Ah ben oui, on n'a pas du tout parlé de ça. Oui, du coup, je suis photographe culinaire et c'est aussi la pâtisserie qui m'a emmenée à la photo. On a commencé à me proposer des shoots. Et là, je me suis rendu compte que autant la pâtisserie, c'était une évidence, mais alors une évidence, je ne veux pas que ça soit mon métier. Peut-être aussi, je vais assumer le fait que le stage en pâtisserie que j'ai fait a été le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Et donc, s'il y a des pâtissiers, cuisiniers, boulangers qui nous écoutent, je vous salue, mais comme bravo. Jamais, c'est physiquement un des jobs les plus durs que j'ai fait. Les horaires décalés, ça s'abat sur toi. C'est-à-dire que j'ai fait un stage de 3 semaines. Je n'ai vu aucun de mes amis pendant 3 semaines. C'était impossible. Tu te lèves à 4 heures du mat. Les jeunes et les pâtissiers, enfin le staff avec qui je bossais, leurs potes étaient tous dans les mêmes jobs. Et c'était dur. Alors, c'était exaltant, c'était passionnant, j'ai adoré parler de pâtisserie avec des gens qui étaient passionnés comme moi. Parce que là, pour le coup, autour de moi, j'ai pas des masses de pâtissiers. Sur Insta, je peux en parler, mais là, j'avais vraiment des gens en face de moi avec qui je parlais pâtisserie, quoi. C'était cool, je parlais avec le chef pâtissier. J'avais pas leur technicité sur certains trucs, mais il y a d'autres trucs sur lesquels j'avais une bonne technique et surtout, j'ai une grosse culture. Vu que tu fais ça sur le tard, donc ça te passionne. Donc j'avais lu beaucoup, et plus que des petits jeunes qui sont dans leur cursus scolaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est normal, ouais. Donc le chef me bisute, et puis d'un seul coup, il commence à parler avec moi, et il se dit « mais elle connaît des trucs !» Et c'est moi qui finis à la fin de mon stage par lui apprendre des trucs. Je lui avais fait une pâtisserie avec un curd, et il me dit « mais c'est quoi un curd ?» Je lui dis, mais tu sais, c'est une crème prise, mais sans œufs. Et donc, j'ai fini la fin du stage. À lui faire la recette. À lui faire la recette. À lui qui me dit que c'est vraiment exceptionnel et donc trop plaisant parce que... Oui, c'est de l'échange de connaissances et c'est vous vous inspirez mutuellement. Ouais, et puis une reconnaissance de cette première semaine où tu as des horaires horribles, où tu te sens gauche dans une cuisine immense. Ouais. Enfin, tu as un fouet qui fait la taille de ton canapé. Moi, je cuisinais des proportions pas de cette taille-là. J'ai fait des tartelettes pour 400. Tu poches 400 fois la même chose. Enfin, tu te sens nul. Voilà. Et puis de toute façon, tu es un apprenti, donc tu l'es et c'est ça le but. Et tu repars de là, c'est une expérience qui est trop folle, que je conseille à tout le monde. Je repars de là quand même avec la conviction que non, ce sera pas mon métier, non. Ouais, mais c'est bien, t'as abouti cette passion jusqu'au bout. Mais est-ce que pour toi, ta passion, elle doit forcément passer par ton métier ? Bah maintenant, j'espère un peu. J'aimerais bien. J'espère. Ou alors un compromis. Je pense que quand t'as un job passion, il y a moins de chances que tu fasses un burn-out. Tranquille sur ce terrain, parce qu'il y a plein de facteurs. Mais n'empêche que j'ai aussi compris que quand je mêlais à mon job salarié quand même des passions, soit parce que j'ai suffisamment de temps hors du taf pour faire mes passions, soit parce que dans mon taf, elles sont un peu intégrées, un équilibre perso et ma vie, et je me sens mieux, quoi. Et donc, je suis moins dans des risques de refaire un burn-out parce que je me suis totalement désaxée, désalignée. Bah, on en revient à un point, je pense, central quand on parle de créativité, c'est avoir le temps pour l'être. On le laisse très peu et c'est quelque chose de très peu valorisé. Tu le disais bien tout à l'heure au travers des remarques aussi de tes proches. Non pas que ça parte d'un mauvais sentiment, c'est juste que effectivement, si c'est pas utile ou si t'es pas doué ou rentable, ou rentable ou que le talent ne saute pas aux yeux, alors que pourtant, tu vois, pour la photo, je me permets, mais on vient de chercher
Enfin, il y a quelque chose, tu vois, il y a pas rien, mais à partir du moment où tu fais ça juste pour toi, tout comme tu passes des soirées à peindre à l'aquarelle chez toi ou faire des monochromes, enfin, tout ça, c'est dévalué et c'est vu comme accessoire, et même pourquoi tu passerais du temps là-dessus alors que tu peux faire tout le reste, et puis ta vie sociale, elle est où? Et c'est vrai qu'on a du mal à concevoir que, en fait, c'est peut-être le mode de travail actuel qui est le problème. Totalement. La société, de manière générale, quand tu déconstruis un peu, tu vois, tout ça, c'est un ensemble. J'ai changé aussi d'amis. Je pense qu'en étant plus alignée, j'ai attiré à moi des gens qui me matchaient. Et aujourd'hui, je vois que mes copines, elles m'écoutent quand je leur dis, les filles, non, je veux pas cet après-midi parce que je veux peindre. Parce que j'ai besoin de peindre. Maintenant, j'ai le droit de le dire. On m'entend, t'imagines, t'arrives à le verbaliser et c'est les sujets d'aucune moquerie, d'aucune remarque. Et ça devrait pas être miraculeux, quoi. En fait, c'est OK. Non, c'est le principe de l'amitié, en fait, à la base. Déjà. Mais parce que j'ai besoin de peindre, c'est la même chose que je viens pas cet après-midi, j'ai un tennis. Ouais, enfin, tu vois, pourquoi faire du sport ou aller jouer de la musique, c'est OK. Et quand tu dis que tu peins ou un truc comme ça, c'est moins... ça peut être relégué à plus tard. Bah non, en fait, non. Mes aquarelles, maintenant, elles ont de la place dans ma vie et j'en ai besoin et il faut que je leur accorde du temps. Et des fois, je dois, parce que pour moi, ça me fait le même effet que méditer ou faire du yoga. Et donc, j'ai besoin. Des fois, il faut que je prenne du temps pour peindre. La photo et la pâtisserie, c'est passé, comme je t'ai dit, je les ai fait professionnellement. Enfin, j'ai été payée pour ça. Donc là, j'ai plus à me justifier de shooter ou de faire de la pâtisserie parce que j'ai parfois des contrats. Et là, du coup, comme on arrive dans les sphères où, tu vois, c'est utile et rentable, utile pour quelqu'un et rentable parce que j'en fais de l'argent, j'ai moins à justifier. Mais là, si je dis je vais dans Paris, je dois faire des photos et que je suis pas rémunérée, je pense qu'on revient au même sujet de ça va, enfin, pas avec mes amis actuels du coup, mais je pense que ce serait plus facile de dire ça va, tu feras de la photo plus tard. Bah non, parce que la lumière là, c'est maintenant, tu vois, des fois il y a des vrais arguments. Est-ce que tu as aussi été de toi-même écrire à des gens dont tu aimais le travail pour échanger et c'est devenu des amis? Est-ce que c'est des gens aussi que tu as croisés, parce que je le sais en off de cet épisode, mais que tu testes plein de trucs, tu fais des ateliers, tu rencontres du coup beaucoup de monde. Est-ce que c'est par ce biais-là que tu as rencontré en partie des personnes de ton entourage actuel, des créatifs? Totalement. Il y a des amis que j'ai aujourd'hui qui sont dans ma vie depuis longtemps, mais on s'est retrouvés peut-être quand moi je me suis réalignée avec moi-même. Je pense à Caro. On vous met un peu de contexte peut-être. Caro, qui est la belle-sœur de ma meilleure amie. Et qui est venue un nombre incalculable de fois dans ce podcast. Vraiment, c'est ma co-host préférée. Exactement. Qui est la prof de yoga incroyable qu'on connaît. Et donc, qui est la belle-sœur de ma meilleure amie. Donc, autant vous dire que je connais Caro depuis de nombreuses années. Mais on est très proche avec Caro depuis que moi, je suis réalignée avec moi-même, typiquement. Et donc, 3-4 ans. Caro me mène à toi et pareil, on aborde des sujets de créativité et ça me fait du bien. Avant ça, on s'est quand même rencontrés à un karaoké. Ah oui. Oui, mais ça a matché. Ça a matché avant même qu'on parle de créativité. Oui, c'est ça qui était très drôle. Mais est-ce que tu la porterais pas sur toi? Je t'ai vue, en fait. Et Caro n'en doutait pas d'ailleurs. Elle me l'a dit direct. Elle m'a dit, je savais que ça marcherait. Est-ce que on le porte pas sur nous? J'en sais rien. Je l'ai vu sur toi, moi. Ta tenue, je sais pas, tes bijoux, je me l'explique pas. Et en même temps, tout est une évidence. Enfin, je l'explique pas. Si, en moi, ça s'explique. Les mots sortent pas, tu vois ce que je veux dire, mais c'était une évidence. Je savais que t'étais quelqu'un de créatif, ça se voyait. Et donc, je suis attirée par toi comme un papillon vers de la lumière. Je suis en mode, attends, ça m'intéresse, quoi. Je vais pouvoir échanger. Mais c'est intéressant parce que souvent, tu vois, quand tu débutes une passion ou en tout cas une activité que tu aimes bien, créative, artistique, et qu'il y a moyen de le faire de façon collective ou en tout cas de participer à des ateliers et autres, on te dit va le faire, c'est là que tu vas rencontrer d'autres gens qui sont comme toi. Ça peut être un peu intimidant. C'est pas forcément là aussi que tu croises forcément les personnes qui vont rentrer dans ton cercle et qui vont être les créatifs et les créatives avec qui tu vas échanger au quotidien. C'est la preuve que ça peut passer par d'autres choses et que c'est souvent aussi de la mise en relation de personne en personne. À partir du moment où t'es pote avec quelqu'un qui a un centre d'intérêt commun, ben, tu te doutes que dans ces cercles d'amis, il doit bien y avoir aussi d'autres personnes intéressées. Totalement. Et ainsi de suite.
Mais je sais aussi être proactive. J'ai rencontré plein de gens via Instagram, vraiment. Des gens qui sont devenus des amis, qui ont fait partie de ma vie. J'ai eu Instagram quasiment l'année où c'est sorti. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Typiquement, quand je suis arrivée sur Paris, toutes mes premières sorties étaient des gens d'Instagram à qui je parlais dans le sud via Instagram et à qui j'ai dit je suis sur Paris, et ces gens m'ont ouvert chez eux, leur vie. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ma copine dont je parle là, qui est influenceuse, Vicky, ouais. On est très amis depuis maintenant 4 ans, mais en fait on a été amis, ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans que je suis dans sa vie, qu'on est des connaissances en fait, qu'une fois par an on était heureuses de se voir, de se donner des nouvelles. Et pour la photo, quand j'ai commencé, j'ai eu vite envie, je sais pas, d'en faire d'être payée pour ça. Donc j'ai créé un compte Insta photographie, et je sais pas, je n'ai pas le truc exact, mais on m'avait dit mais tu connais une certaine Marine, à ce qui paraît elle est sympa. Je sais pas qui m'a dit ça. J'ai commencé à la suivre et je crois que je lui ai envoyé un message, et donc on discute un petit peu, et moi vite quand je sens que c'est des humains normaux en fait, et je dis on n'irait pas boire un café. Elle me dit oui. On va boire un coffee. On a été boire un deuxième. Le hasard a fait qu'elle a commencé à en fait, elle a quitté son taf et elle s'est professionnalisée à la période où moi aussi, je commençais. Et donc, on a commencé ensemble à bosser ensemble. Et je l'ai appelée longtemps ma collègue de boulot. Puisque moi, j'avais été salariée pendant très longtemps, et là, je commençais à être freelance. Et c'était dur de passer de l'un à l'autre. Mmh. Et pour moi, Marine, ça a été ma collègue de boulot pendant très longtemps, jusqu'à l'évidence que, non, on était devenus amis. Et maintenant, on part en vacances ensemble. Alors, on part en vacances, on fait énormément de photos, mais ça aussi, c'est génial parce que du coup, on n'embête pas nos autres amis ou nos compagnons, typiquement, elle, son mec, parce qu'on sait que nous, on va faire que ça. On va tester des adresses juste pour aller les prendre en photo. Vous pouvez échanger sur des techniques, vous vous êtes soutenus en fait dans votre démarche, quoi. Ça arrive très souvent que je lui envoie un message en mode... Tu t'aurais mis quoi sur ce devis, ou qu'on échange quel objectif t'as acheté, est-ce qu'on va au salon de la photo ensemble. Enfin, la photo est toujours au centre de nos échanges. La photo, c'est quelque chose d'hyper technique. Comment est-ce que tu t'y es intéressée ? Est-ce que comme pour la cuisine et de manière générale la pâtisserie, tu as lu sur le sujet ? Est-ce que ça a été via tes rencontres, notamment Marine, un mélange de tout ça ? Alors, moi, j'aime apprendre. C'est ma passion, mais je suis scolaire, j'adore apprendre. Je suis quelqu'un qui fait un nombre de formations tous les ans qui est monstrueux. J'adore. C'est génial. Je peux apprendre tout et n'importe quoi. Je peux me faire une formation d'astrophysique, même si ça me servira jamais à rien, ça me passionne. Donc j'ai été influenceuse un petit peu, j'ai vite arrêté, donc c'est comme ça que j'ai aussi connu Vicky et ce groupe-là. Et donc je faisais un peu de la photo, mais comme toi, je faisais mes réglages comme ça, les photos étaient pas mal, bon. Et puis un jour, je me suis dit, on me propose des contrats photo. Ok, si on me propose des contrats, c'est faut que je devienne pro. Si je veux devenir pro, faut que j'apprenne. Bam, j'ai suivi des formations photographie, plein. En stylisme culinaire, en plein. J'en ai suivi vraiment plein. Parce qu'il y a les réglages de base de l'appareil photo, mais ensuite il y a lumière artificielle, lumière naturelle, jouer avec les ombres, les bokeh, le différent hybride, argentique, réflexe. La post-prod derrière. La post-prod, se former à Lightroom, parce que ça a l'air facile Lightroom, mais il y a quand même des petits steps. Ouais. Et ensuite, il y a le step aussi Photoshop. Va travailler les masques, va faire de l'action shot, et plus tout l'achat de matériel. Donc ça aussi, passion d'acheter 1 milliard de matériel pour me sentir pro. Je pense que c'est un truc des syndromes de l'imposteur, ça. Si j'ai le matos, je fais pro. Toi, ça a été ça pour la photo ? Ouais, je crois. Parce que moi, tu vois, ces micros, par exemple, ça faisait 2 ans que je disais qu'il fallait que j'achète un micro. J'ai mis 2 ans à le faire. Ça a été l'inverse. J'utilisais l'autre. J'en utilisais un qui était certes bien, mais qui n'était pas incroyable pour ce que j'avais envie de faire. Et pourtant, c'était le moment où j'avais un syndrome de l'imposteur. C'est quand je l'ai plus eu que j'ai acheté mon micro. T'es fou ? Non, moi, si j'achète. Toi, c'était vraiment ta petite armure d'objectifs et de lentilles dans tous les sens. J'apprends le best, tu sais, les best marques dans le domaine dans lequel t'es, et j'achète ça. Je l'ai fait pour la pâtisserie. J'ai du matos de pâtisserie, mais j'ai des caisses entières pour quelqu'un qui pâtisse quasi plus. Mais est-ce que tu penses qu'il faut forcément ce matériel-là pour... Mais pas du tout. Mais c'est juste que du coup, comme ça me passionne, ça me passionne. En vrai, ça m'anime. Je sors avec le meilleur papier, et c'est surtout que quand j'en parle, je suis là en mode tu savais que le meilleur papier, c'est ça, parce qu'en fait... Le grammage, il est comme ça. J'ai appris.
Et ça, comme apprendre, ça me plaît. Et une fois que tu sais, tu peux pas faire un retour en arrière. Une fois que tu sais ce que tu as appris, tu peux pas le désapprendre. C'est peu probable. Une fois que je sais que c'est ça le meilleur papier, pourquoi je vais pas prendre le meilleur papier ? Je serais stupide. Et en fait, je me mets dans des trucs. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a, pour faire beaucoup d'échanges du coup sur le sujet, vu que c'est quand même le sujet du podcast, de personnes qui créent, qui du coup se disent, comme j'ai pas le matos, genre le top du top, je peux pas faire. Et donc je fais pas. Et en fait, tu dis, si, tu peux, et tu peux faire des trucs incroyables avec un matos pas ouf. Totalement. Et effectivement, quand tu sais qu'en plus t'as les moyens, fais-toi plaisir. Mais totalement. Et surtout, ma première année de shoot, donc quand les clients sont venus me chercher, etc., je l'ai fait avec mon réflexe qui n'était pas un plein format, avec un objectif 50 mm. Bon, alors, c'était quand même bien, hein, mais c'est pas la période où j'avais le meilleur matos. Et c'est la période où j'ai eu le plus de clients. C'est très drôle. Et plus je me suis formée, plus je suis repartie aussi dans un taf salarié. Donc j'étais moins visible, donc moins de clients. Tout ça est quand même lié, mais tu vois ce que je veux dire ? La pratique a joué aussi beaucoup. Mais bien sûr, mais je crois que j'aime le bon matos parce que c'est lié au fait que je sais que c'est le meilleur puisque je l'ai appris. Et tu sais t'en servir surtout. Ouais. Parce que ça sert à rien d'acheter un truc incroyable si tu ne sais pas t'en servir. Tiens, je vais vous raconter une mini anecdote. Oh, vas-y, donc Caro qui fait donc de l'aquarelle. Moi l'aquarelle ça a même pas un an. J'ai du matériel comme si ça faisait 7 ans que j'en faisais. Passons. Et donc évidemment je me mets dans ce nouveau truc, je m'y mets à fond, je viens d'en parler, toi tu t'as bien compris. Et je me retrouve donc avec Caro et une pote à elle qui fait aussi de l'aquarelle. Je sais pas pourquoi on était toutes les trois, mais on parlait d'aquarelle. Et j'arrive en mode, mais c'est quoi vos peintures, vous ? C'est Sennelier ou c'est Winsor ? Et sur quel papier vous peignez ? Vous avez des pinceaux Raphaël ? Et je pense que Caro, elle me regarde vraiment en mode, je sais pas de quoi Je sais pas, la pigmentation, elle est chouette. Si, elle me dit, j'aime bien les curés taqués, bien sûr, mais en vrai, elle creuse pas plus. Enfin, elle est là en mode, j'aime bien mes couleurs, moi j'aime les trucs à paillettes, et puis basta, j'ai un feutre et du papier et je vais peindre. Alors que moi, je suis arrivée avec 50 000 références. Et ça m'a fait rire. Évidemment, elles ont absolument rien dit, mais ça m'a fait rire. Et je me suis dit, putain, je le fais tout le temps. Et je me rends compte aussi que personne n'a besoin de ça. C'est moi, ça me fait plaisir, ça me nourrit. Je pense que t'en as besoin à un certain moment quand même. Tu vois, tu parles d'aquarelle. Moi, j'ai fait de l'aquarelle. J'ai fait même une semaine de formation avec deux artistes venus d'Inde. J'ai continué un peu l'aquarelle pour moi, notamment pour coloriser mes BD que je faisais à l'époque. J'ai pris, tu sais, la petite boîte de voyage avec les petits godets déjà de ma mère. Donc le truc était crado, je ne l'ai jamais nettoyé. Il y a les mélanges de peinture vraiment de cette époque et moi de ce que j'ai rajouté derrière. Je ne les ai jamais changés, je l'ai encore là à les ranger. C'est ça que j'utilise quand je fais de l'aquarelle. Et il y a eu un moment où, en fait, ça ne collait pas, les couleurs ne répondaient pas à ce que j'avais envie d'en faire. J'ai été en magasin et j'avais vu passer ça sur Insta, justement, d'une illustratrice qui utilisait les encres aquarellables hyper pigmentées. J'ai fait, je prends ça, je les dilue pas, pouf, j'y vais avec. Et en fait, c'est devenu une de mes techniques préférées. Ouais. Mais parce que, justement, il y a eu ce moment où ça suffisait plus. Et où j'aurais adoré que tu débarques à ce moment-là pour me dire « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu utilises ? Mais tu devrais prendre plutôt telle marque. » Parce que c'est un vrai truc aussi d'accès à ces infos. C'est de plus en plus facile, heureusement, mais tu as aussi de plus en plus accès à tellement d'avis différents que tu sais pas trop par quel bout le prendre. Et c'est en ça que je voulais en arriver aux réseaux sociaux. T'en as parlé un peu tout à l'heure, ton addiction au téléphone, de l'importance d'Instagram aussi dans ton processus créatif à la base, le fait de t'être lancé et tout, ça passait beaucoup par là. Et aujourd'hui, de ton métier de photographe, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux ? Est-ce que c'est un endroit où tu te compares, où tu t'inspires ? La petite période où j'ai fait du blog, et où j'étais pas épanouie et alignée, je pense que je me comparais beaucoup. C'est ce qui fait que j'ai arrêté. D'accord. J'arrivais plus à le gérer. Je me sentais nulle constamment et je pense qu'à un moment, je me suis dit... C'était une connerie d'arrêter. En vrai, en termes de vie et de business, c'était une connerie parce que je pense que ce syndrome-là de l'imposteur et ce truc de comparer a fait que ça m'a fait arrêter un truc dans lequel je n'étais pas aussi mauvaise que je le visualisais et j'aurais pu... Tu vois, genre, je pense que j'aurais pu avoir largement 40K aujourd'hui. C'est comme ça, c'était mon chemin. Mais aujourd'hui, Insta, j'en ai fait une safe place. J'ai viré tous les trucs qui étaient toxiques pour moi. Et c'est vraiment un espace où je suis que des trucs bienveillants, des trucs qui m'inspirent. Et la plupart de mes aquarelles, c'est quelque chose que j'ai vu passer.
des comptes que je suis, qui ont fait des peintures. C'est une place où je m'inspire et je me compare plus. Puis de toute façon, parce que je m'en fous, je peins pour moi, donc... C'est drôle que tu parles de la peinture, alors que ça, c'est un de tes 2 comptes, mais ton autre compte, c'est la photo. Je me compare pas, parce que chaque photo, elle est unique. Je me compare sur c'est Insta, quoi. Sur le nombre de cas, sur le nombre de likes, sur pourquoi... Tu vois, pourquoi c'est pas assez bien, comment je pourrais faire mieux, comment ils arrivent les autres à faire mieux, comment il a eu ce client. Putain, comment il a eu ce client, quoi. Je me situe où? Putain, ça te prend la tête. Si la photo, je t'ai dit, c'est un sujet compliqué. Mais parce que c'est mon taf de rêve et j'ai pas réussi à me lâcher la bride. Alors que la peinture, j'ai réussi, je le fais pour moi. Mais je crois que t'en as parlé, je sais pas si on en a parlé ensemble, sans micro ou dans un podcast que j'ai écouté. Parce que du coup, j'ai ta voix dans mon oreille, mais j'arrive plus à savoir si c'était dans mon téléphone ou en face à face. Et où tu disais un truc comme ça sur le fait que des fois, on te cantonne à t'exprimer que d'une seule façon. C'est mon épisode sur le dessin. Ouais, mais que aussi, du coup, des fois, tu es en conflit avec toi-même sur est-ce que je choisis qu'une seule activité et je suis excellente dans celle-là, ou est-ce que j'en ai plusieurs et du coup, je serai toujours moyen dans tout, mais heureux, parce qu'en fait, c'est ça que j'aime. Et je crois que j'ai fait le choix. Maintenant, c'est foutu. Je crois que je suis quelqu'un qui n'est pas excellent dans un truc, mais je peux pas choisir, j'arrive pas. Mais tu sais que c'est là où je suis pas d'accord du coup avec cette façon de diviser les choses, parce que c'était l'épisode, je vous mettrai le lien en description de ce podcast. C'est un épisode que j'ai fait sur les petites phrases qui mettent un peu la pression. Comme je le disais, dans ma famille, on dessine, mes parents dessinent, dans mes grands-parents aussi, chacun et chacune avec des niveaux différents, avec une approche différente. Et du coup, depuis que je suis petite, on m'incite à dessiner. Mais le fait est que je fais plein d'autres choses. Comme toi, j'écris, je fais du podcast, j'ai fait de la poterie. Enfin, tout ça, je l'énumère dans l'épisode. Et du coup, le fait qu'on me dise « Ah ouais, c'est bien, mais du coup, le dessin !» et toujours me ramener au dessin. Et en plus de ça, me dire « Mais tu dessines plus !» alors que si. Juste, je le montre pas parce que j'ai pas envie d'en faire ça. Forcément, tu sais, tu te dis à un moment, effectivement, j'ai pas le droit à toucher à tout. Et je pense qu'on a effectivement le droit de soit être excellent dans quelque chose et c'est vraiment ta passion et t'y vas à fond. Tu peux avoir le côté je touche un peu à tout et du coup je suis un peu moyen partout, mais tu peux aussi avoir le côté je touche un peu à tout mais je suis quand même très bon dans un truc qui me passionne. Dans un truc ou dans tout, il y a des gens qui sont touchés par la grâce. Mais c'est juste que je crois que j'arrive pas à dire de moi que je suis excellente dans un truc. Et en même temps, est-ce que c'est important? Oui, bonne question. En même temps, est-ce que c'est important? Est-ce que tu cherches la validation de la bonne élève? Oui. Au moins dans un truc, ce serait plaisant, mais c'est pas important. Et en fait, c'est un faux goal, c'est nul, il faut s'en affranchir. Et du coup, j'ai autant de syndrome d'imposteur sur certains trucs artistiques dont on a parlé que j'ai pas au taf. Au taf, quand je fais un truc où je suis bonne, j'ai aucun problème en réunion à dire, mais par contre, aucun commentaire accepté puisque cette mission, elle était excellente. Est-ce que c'est pas aussi parce que tu mets de l'émotion dans la photo là où tu en mets pas dans ton travail? Je sais pas si c'est un truc d'émotion ou peut-être que ça touche moins à des sphères émotionnelles et privées. En fait, toucher à des trucs très intimes, c'est en ça que je parle des émotions. Ouais. Les trucs où il y a de la couleur, ça doit toucher à l'intime. Et le truc au taf, c'est de l'opérationnel, c'est de l'orga. Ouais. Et ça, c'est un skill. C'est même pas un skills, c'est moi. Je suis forcément bonne. Mais la photo, c'est toi aussi. Je suis pas née avec le talent de la photo. J'ai dû me former. Mais du coup, pour toi, la créativité, c'est pas inné? Pour certains, oui. Et pour moi, j'ai pas l'impression. Et pourtant, c'est faux. Ça doit être faux. Mais je sais pas, non, j'ai pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai dû tout apprendre. Mais tu sais qu'on apprend tous, juste comme tu dis, à des âges différents. Les questions pièges. Si tu veux, on va sur la dernière question du podcast, mais je vais te faire suer tout autant. Je sais pas, au secours. Je sais pas. Mais peut-être qu'en même temps, c'est inné parce que ma passion première, c'est d'apprendre. Tu m'as piégé. Sortez-moi de là, au secours. Eh ben, écoute, je vais te poser la dernière question du podcast. D'habitude, je fais un petit peu une question sur mesure, en gros, pour mon invité, pour clore. Et j'aime bien un sujet un peu plus léger, mais toi, je vais te sortir de ta zone de confort puisque je vais te demander de nous parler de ta photo, de faire ta promo. C'est l'instant promo. Parle-nous de ton travail de photographe. Merci. Donc, mon compte Insta, c'est clairehuise.photographie. Qui sera en description de cet épisode. Merci, Clo-Clo.
Je fais donc principalement de la photographie culinaire. Mais évidemment, quand je pars en voyage, je fais énormément de photos et elles sont en story à la une. Et j'aime bien faire du portrait. Et photographie culinaire, création de recettes, j'en fais moins, mais ça me passionne parce que c'est la base de mon compte photo. Et je fais beaucoup de reportages. Reportages de chefs, de restos. Et j'aimerais aussi faire des reportages d'artisans, des potiers, de couteliers, jamais trop éloignés finalement avec la nourriture parce que la vaisselle... Céramiste, etc. Exactement, ouais. Et la photo de reportage, ça m'intéresse. J'aime voir les gestes, j'aime voir les mains, j'aime les gros plans dans les assiettes, j'aime la texture et la couleur. Slider dans ses DM. Je le dis pas souvent non, parce que j'incite pas trop les gens à faire ça normalement, mais là, n'hésitez pas à vous renseigner. Si jamais vous êtes concerné ou que vous connaissez des gens, des artisans, des artisanes, des personnes qui travaillent dans la restauration, que vous avez envie de mettre un petit coup de neuf sur vos photos pour la promo à la rentrée, ce genre de truc un peu sympa, n'hésitez pas à contacter Claire. Merci Clo-Clo Club. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le compte Instagram de Claire en note de ce podcast. Et pour plus de contenu sur la créativité, je vous invite à vous abonner au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez me laisser des étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous, c'est vraiment ça qui soutient mon travail et qui permet de faire connaître le Clo-Clo Club. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, @CloCloClub sur Instagram, TikTok et Threads, et me laisser votre avis, c'est un bon moyen pour qu'on échange ensemble sur les épisodes. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain, bye!